Une nouvelle de Gene Wolfe, La Cité des Morts. Le Nébraskan arbora un large sourire, se pencha en avant et fit un grand geste avec sa main droite en disant « Mais oui, c'est précisément le genre d'histoire qui m'intéresse au plus haut point. Racontez-moi cela, monsieur Sacker, je vous en prie. » Tout cela était destiné à détourner l'attention du vieux Hop Sacker, de la main gauche du Nébraskan, laquelle s'était glissée de la poche gauche de sa veste pour mettre en marche le petit magnétophone qui s'y trouvait. Le micro était fixé au dos du revers de la veste, le mince fil marron quasiment invisible. Le vieux Hop ne s'en serait peut-être pas soucié, de toute façon. Le vieux Hop n'était pas du genre timide. « Ma foi, commença-t-il, ça s'est passé il y a des années, vu la façon dont j'ai entendu raconter ça. Je suppose que ça devait être du temps de mon arrière-grand-père, ou peut-être avant. » Le Nébraskan l'encouragea d'un hochement de tête. Il y avait ces trois gars, et ils avaient une vieille mule. Elle était plus bonne à rien, sauf comme appât pour les corbeaux. L'un d'eux était le colonel Lightfoot, bien sûr. Personne ne l'appelait colonel à cette époque. Le deuxième était Critch, et l'autre... Le vieil homme marqua un temps et fourragea sa barbe peu fournie. Je crois que je sais plus. J'ai su. Ça reviendra quand ça intéressera plus personne. C'est lui qui avait la mule, en tout cas. Le Nébraskan hocha la tête de nouveau. « 3 jeunes hommes, c'est cela, monsieur Sacker. »« Exact. Et le colonel Lightfoot. Il avait un nouveau fusil de chasse. Et cet autre, il était un ami de mon grand-papa, ou quelque chose comme ça. Il avait un fusil et tout le monde disait que c'était la meilleure arme du comté. Alors voilà que Laban Critch, il dit qu'il n'est pas mauvais tireur lui-même, et il va chercher son fusil. C'est lui qui avait cette mule, je me rappelle maintenant. » Bon, ils ont emmené la vieille mule là-bas, dans la prairie, peut-être à 50 pas du hallier. Vous savez comment on fait. Critch, il lui tire en plein dans l'oreille, et la mule, elle s'écroule et elle meurt. Elle était vieille et malade aussi, elle lançait plus de ruade, rien du tout. Ensuite, le colonel Lightfoot, il sort son coutelas, et il éventre la mule. Puis il retourne jusqu'au hallier pour se cacher et attendre les corbeaux. « Je vois, » dit le Nébraskan. Il se met à tirer, et il comptait les points. Et il a commencé à faire noir. Et vous savez, le colonel Lightfoot, avec son nouveau fusil et l'autre qui avait un bon fusil, ils étaient à égalité, et ce Laban Critch était juste à un point derrière eux. À mon avis, il devait y avoir une centaine de corbeaux là-bas dans la ravine. Vous ne pouvez pas abattre un corbeau et le laisser là, vous savez, et espérer que les autres vont s'amener. Ils jettent un œil et voient celui qui est mort. Et ils disent « Hé, regardez ce qui lui est arrivé. J'ai pas du tout l'intention d'aller là-bas. » Le Nébraskan sourit. « Des petits malins. Oh, il y a une quantité d'histoires sur eux, » dit le vieil homme. « Merci, Sarah. » Sa petite fille avait apporté 2 grands verres de limonade. Elle s'arrêta sur le pas de la porte pour s'essuyer les mains sur son tablier à carreaux rouges et blancs, jetant un regard timide vers le Nébraskan avant de rentrer dans la maison. « Vous n'avez pas de glace à cette époque ?» Le vieil homme fit tourner un glaçon dans son verre, d'un doigt décharné et pas très propre. « Vous n'en avez pas non plus, quand j'étais gosse, jusqu'à ce que la TVA arrive. Aujourd'hui, quand vous parlez de la TVA, tout le monde croit que vous voulez parler de ces programmes, vous savez. » Il agita son verre. « Je les regarde parfois. »« La télévision ?» surenchérit le Nébraskan. « Exact. Tenez comme le jour où Bud Blue Hat est allé rejoindre son créateur, M. Cooper. Chou. Ça n'avait jamais connu ça. Les oiseaux, ils avaient le bec ouvert, volaient même plus. On avait perdu 2 porcs, je me rappelle, le même jour. Mon père, il voulait garder la viande, mais elle valait plus rien. Il a dit qu'à son avis, les porcs étaient pourris avant même de crever. Et il avait peur de la donner aux chiens, tellement il faisait chaud. Ils dormaient tous sous le porche, de toute façon. Ils ne seraient pas sortis pour rien au monde. » Le Nébraskan fut tenté de réintroduire le sujet du tir au corbeau, mais un instinct né de milliers d'heures passées à recueillir des témoignages lui conseilla de n'en rien faire. Aussi se contenta-t-il d'acquiescer et de sourire.
Bon, ils savaient qu'ils devaient l'enterrer au plus vite, d'accord? Alors ils l'ont préparé, lavé. Ils y ont mis son plus beau costume et tout ça. Ils y étaient tous, dans la maison. Mais il faisait terriblement chaud là-dedans, et on pouvait le sentir vraiment fort. Alors petit à petit, je suis sorti. Personne faisait attention à moi, vous comprenez? Les femmes, elles pleuraient. Elles continuaient leurs tâches, et les hommes, ils pensaient qu'il était temps de l'enterrer et de s'en envoyer un autre. La canne du vieil homme tomba, produisant un bruit sec. Durant un instant, comme il la ramassait, le Nébrascan entrevit le pâle visage de Sarah dans l'embrasure de la porte. Alors je suis sorti discrètement sur la véranda. Je suis sûr qu'il faisait au moins 40 degrés à l'ombre, facile. Mais ça m'a fait du bien après avoir été à l'intérieur. C'est à ce moment que je l'ai vu descendre la colline de l'autre côté de la route. Il restait dans l'ombre autant que possible et il ressemblait à une ombre lui-même. Mais on pouvait le voir bouger et c'était beaucoup plus noir qu'une ombre. J'ai compris que c'était le suceur d'âme. Et j'ai eu peur qu'il vienne prendre ma maman. Je me suis mise à pleurer. Et elle est sortie et m'a emmené jusqu'à la source pour boire un peu d'eau. Et c'est la dernière fois que quelqu'un l'a vue, autant que je sache. Pourquoi l'appelez-vous le suceur d'âme? Demanda le Nébrascan. Parce que c'est ce qu'il fait, Monsieur Cooper. Je suppose que vous savez qu'il n'y a pas que les gens qui ont des fantômes. Un homme peut avoir le fantôme d'un autre homme, d'accord, mais il peut voir aussi le fantôme d'un chien ou d'une mule, ou d'un autre animal. Bon, vous acceptez celui d'un homme, parce que ça fait pas autant de discussion. C'est son âme, non? Pourquoi n'est-il pas au ciel ou en bas, dans l'autre endroit, comme c'est censé se passer? Qu'est-ce qui fiche dans la maison hantée, ou à marcher sur la route, ou partout où vous l'apercevez? J'avais un chien qui a vu un fantôme une fois, et c'était pas celui d'un autre chien, vous comprenez? Moi, je l'ai pas vu, mais j'ai su, après la façon dont il a réagi. Qu'est-ce qu'il faisait là? Le Nébrascan secoua la tête. Je n'en ai pas la moindre idée, monsieur Sacker. Eh bien, je vais vous le dire. Lorsqu'un homme passe à la vie éternelle, ou un cheval, ou un chien, est-ce que vous voulez, il est censé s'en aller là-bas pour être jugé. Le Seigneur Jésus-Christ est notre juge, monsieur Cooper. Seulement, parfois, il fait pas ça. Peut-être a-t-il peur d'être jugé, ou peut-être a-t-il une raison ou une autre de s'attarder ici, encore un moment, du moins, c'est ce que j'imagine, comme de montrer à quelqu'un que l'argent qu'il l'a caché quelque part de son vivant. Certains font ça très souvent, et je pourrais vous donner des exemples. Mais si aucune affaire ne le retient ici-bas, et s'il a simplement peur de s'en aller, il restera là où il est. C'est le genre de fantômes qui hantent les sépultures. Ils appartiennent aux suceurs d'âme, vous comprenez, s'il réussit à les attraper. Seulement, s'il est affamé, il sucera l'âme d'une personne vivante, et alors cette personne doit lutter ou mourir. Le vieil homme s'interrompit pour humecter ses lèvres de limonade, regardant au-delà du petit cimetière de sa famille et des champs de maïs aux tiges desséchées vers les collines pourpres où il n'irait plus jamais chasser. Ne gagne pas très souvent, en fait. Je crois bien que le premier était un Indien, quelque chose comme ça. Je vous ai dit comment Critch avait abattu le suceur d'âme? Non, vous ne l'avez pas fait, monsieur Sacker. Le Nébrascan but une gorgée de sa limonade, qui était d'une aigreur rafraîchissante. J'aimerais beaucoup entendre cette histoire. Le vieil homme se balança sur son fauteuil en silence pendant ce qui parut un long moment. Eh bien, dit-il finalement, vous avez tiré toute la journée. Il semble que je l'ai déjà dit, pendant sacrément longtemps en tout cas. Et ils étaient à égalité, le colonel Lightfoot et l'autre gars, ce Cooper, et Critch venait juste derrière eux. C'était au tour de Critch de tirer. Il n'arrêtait pas de dire qu'il devait rester juste pour tirer encore une fois. Ensuite, ce serait terminé. Et il s'en irait, tout ou rien. Alors ils sont restés. Mais il n'y avait plus de corbeaux, parce qu'ils avaient tué à peu près tous les corbeaux du coin. Commençait à faire nuit, pour sûr. Et ce Cooper l'a dit, allons, là-bas. Plus personne ne pourrait toucher quoi que ce soit maintenant. T'as perdu et tu dois le reconnaître. Critch l'a rétorqué et c'était ma mule. Et juste à ce moment, voilà que quelque chose s'approche. C'était plus gros qu'un corbeau et noir. Et ça se déplaçait sur le sol par petits bonds, comme un corbeau le fait parfois, vous savez. Ça se dirigeait droit vers cette mule morte. Alors Critch, il lève son fusil. Le colonel Lightfoot,
Il a déclaré par la suite que Critch n'avait pas pu viser à cause de cette obscurité. Sans doute qu'il a juste pointé son fusil dans cette direction. C'était la vieille façon des montagnards, vous comprenez, et il y en avait des tas qui juraient que par ça. Bon, l'a tiré, la créature est tombée. « T'as gagné !» dit le colonel Lightfoot, et il donne à Critch une tape dans le dos. Et alors on s'en va. Seulement, ce Cooper, il savait qu'il ne s'agissait pas d'un corbeau. C'était trop gros. Alors il va là-bas pour voir ce que c'était. Eh bien, monsieur, ça ressemblait à un homme, mais avec des jambes torses et un cou de travers. C'était pas un homme, mais ça y ressemblait, vous comprenez ? « Qui a tiré sur moi ?» demande la créature, et sa bouche était remplie de vers. Des vers de la tombe, vous comprenez. « Qui a tiré sur moi ?»« Et Cooper !» y répond Critch, et ensuite il se met à appeler Critch et le colonel Lightfoot. Le colonel Lightfoot, il dit « Les gars, sûr qu'il faut en tirer cette chose ?» Et Critch retourne chez lui et prend une bêche, avec une vieille pelle. Et c'est tout ce qu'il avait. Il tremble tellement qu'elle s'entrechoque, vous comprenez. Le colonel Lightfoot et ce Cooper, ils voient bien qu'ils ne pourraient pas creuser, alors ils se mettent à l'ouvrage. Peu après, ils regardent autour d'eux et Critch avait disparu, ainsi que le suceur d'âme. Le vieil homme marqua un temps pour préparer son effet théâtral. La fois suivante où quelqu'un a vu le suceur d'âme, c'était Critch. Par conséquent, c'est lui que j'ai vu, ou quelqu'un de son espèce en tout cas. Vous tirez jamais sur quelque chose sans être absolument certain de ce que c'est, mon garçon. Sur ce mot de la fin, Sarah apparut dans l'embrasure de la porte. « Le dîner est prêt. J'ai mis un couvert à votre attention, monsieur Cooper. Papa m'a prévenu. Vous êtes certain de vouloir rester ? Rien ne vous y oblige. » Le Nébrascan se leva. « C'est très aimable de votre part, Miss Sacker. » Sa petite fille aida le vieillard à se mettre debout. S'appuyant sur la canne dans sa main droite, conduit et soutenu par Sarah sur sa gauche, il pénétra dans la maison à pas lents. Le Nébrascan les suivit et tint la chaise du vieil homme. « Papa a fait un brin de toilette, » dit Sarah. « Il a fait la vidange d'un tracteur. Et il dira le bénédicité. Ne m'attendez pas, monsieur Cooper, asseyez-vous, je vous en prie. J'apporte les plats. » « Merci. » Le Nébrascan s'assit en face du vieillard. « Nous avons du jambon et du maïs doux, des galettes de beurre et de pommes de terre. Ce n'est pas un repas somptueux. » En toute sincérité, le Nébrascan dit « Cela sent merveilleusement bon, Miss Sacker. » Le père de Sarah entra, récuré jusqu'au coude, mais apportant avec lui une odeur piquante d'huile pour Carter, qui se mélangea avec les arômes divers provenant de la cuisine. « Eh bien, êtes-vous satisfait, monsieur Cooper ? » « J'ai entendu de superbes histoires, monsieur Sacker, » répondit le Nébrascan. Sarah donna au jambon la place d'honneur devant son père. « Je trouve que c'est formidable ce que vous faites, recueillir toutes ces histoires de jadis avant qu'elles soient oubliées ou perdues pour toujours. » Son père acquiesça à contre-cœur. « J'aurais jamais cru qu'on pouvait en vivre, cependant. » « Mais il n'en vit pas, papa. Monsieur Cooper enseigne, il est professeur. » Après le jambon, Sarah apporta une platée gigantesque de galettes. Puis, elle le laissa tomber sur une chaise. « J'irai chercher le maïs doux et les pommes de terre dans un petit moment. Le maïs n'est pas encore tout à fait cuit. » Ô Seigneur, bénis cette nourriture et ceux qui la mangent. Rends-nous reconnaissants de tes bienfaits, la ferme, la famille et les amis. Accueille l'étranger sous notre toit comme nous le faisons. Ô Seigneur, mangeons à présent. Le père de Sarah se leva et entreprit de découper le jambon avec un énorme couteau de boucher, et le Nébrascan se souvint finalement d'arrêter son magnétophone. 2 heures plus tard, plus que rassasié, le Nébrascan avait accepté de passer la nuit chez eux. « Cela n'a rien de bien luxueux, » dit Sarah tandis qu'elle le conduisait à leur chambre à coucher inoccupée, « mais c'est propre. » La porte grinça. Elle actionna l'interrupteur. Le Nébrascan hocha la tête. « Vous vous attendiez à ce que j'accepte l'invitation de votre père. » « Ma foi, c'est ce qu'il espérait. » Prenant soin de ne pas croiser son regard, Sarah ajouta « Je n'avais pas vu grand-père aussi heureux depuis des années. Vous allez parler avec lui encore un peu demain matin. Vous pouvez mettre vos affaires dans cette coiffeuse
J'ai débarrassé le tiroir du haut et j'ai déjà ouvert le lit à votre intention. Le cabinet de toilette se trouve après la chambre de papa, vous savez. Nous devons vous paraître terriblement campagnards, non ? Oh, j'ai grandi dans une ferme près de Fremont, Nebraska, lui dit le Nébrascan. Il n'y eut pas de réponse. Lorsqu'il la chercha du regard, Sarah lui envoyait un baiser depuis l'entrée de la pièce. Une seconde plus tard, elle avait disparu. Avec un haussement d'épaules résigné, il posa sa valise sur le lit et l'ouvrit. En plus de ses carnets, il avait apporté son exemplaire fatigué des histoires et légendes du folklore et l'ouvrage de Schmitt, Les dieux pré-helléniques, qu'il avait l'intention de lire. Bientôt, les Sackers prendraient place dans la salle de séjour pour regarder la télévision. On excuserait bien son absence pendant 1 heure ou 2, non ? Son arrivée inattendue plus tard dans la soirée leur ferait peut-être plaisir en fait. Il eut brusquement la prémonition que Sarah, la jolie Sarah à la taille svelte, serait assise seule sur le canapé et qu'il n'y aurait aucune chaise disponible. Mais il y avait une chaise disponible dans la chambre. Une vieille chaise en bois, apparemment solide, avec un siège en rotin. Il la porta jusqu'à la fenêtre et ouvrit l'ouvrage de Schmitt, résolu à lire tant qu'il ferait jour. 10. Il le savait, venait en son char chercher les âmes des Grecs défunts, et en conséquence avait été appelé celui qui rassemble un grand nombre par ceux qui avaient trop peur de prononcer son nom. Mais le suceur d'âme de Hop Sacker, cette créature au corps contrefait presque pitoyable, ne semblait avoir rien d'autre en commun avec le sombre et royal 10. Y avait-il eu une divinité encore plus ancienne qui préfigurait nettement le suceur d'âme ? Comme la plupart des folkloristes, le Nébrascan avait la ferme conviction que les thèmes du folklore étaient, sinon éternels, du moins très anciens pour la plupart. Il consulta l'index des dieux pré-helléniques. Morts, leur momie visitée par Anahuac II. Le Nébrascan hocha la tête pour lui-même et se rapporta au début du livre. Anahuac, seigneur du pays, la nécropole, celui qui ouvre la voie vers le nord. Bien que fréquemment confondu avec Anubis, à qui il prête sa forme, il est clair que Anahuac, le dieu chacal, a gardé une identité distincte jusqu'à la période du Nouveau Royaume. Les âmes qui avaient refusé de monter à bord de la barque de Ra et ainsi de comparaître devant le trône d'Osiris ressuscité étaient emmenées par Anahuac, lequel visitait leur momie dans ce but et conduit à Tuat, la vallée privée de lumière et hantée par des démons qui s'étend entre la mort de l'ancien soleil et le lever du nouveau. Anahuac et Anubis, moins menaçants, peuvent rarement être distingués dans l'art égyptien, mais lorsqu'une telle distinction est possible, Anahuac est le personnage le plus puissamment musclé. Van Allen rapporte qu'Anahuac est invoqué encore aujourd'hui par les magiciens modernes, musulmans ou coptes d'Égypte, sous le nom de Jugo. Le Nébrascan se leva, posa le livre sur la chaise et arpenta la pièce, allant jusqu'à la coiffeuse et revenant dans l'autre sens. Ainsi, un mythe vieux de 5000 ans était parallèle au suceur d'âme par sa fonction. Et il n'est pas du tout certain que cette similitude soit une pure coïncidence. L'hypothèse selon laquelle le folklore des Appalaches avait pu être influencé par les croyances occultes de l'Égypte moderne semblait des plus improbables, mais ce n'était en aucune façon impossible. Après la guerre de sécession, l'armée des États-Unis avait importé non seulement des chameaux, mais également fait venir des chameliers d'Égypte, se rappela le Nébrascan, et le roi de l'évasion, Harry Houdini, avait décrit un jour avec un luxe de détails sinistres son emprisonnement dans la Grande Pyramide. Son récit était haut en couleur, incontestablement, mais avait-il réellement visité l'Égypte, profitant de l'une de ses tournées en Europe ? Des milliers de soldats américains avaient séjourné en Égypte durant la Seconde Guerre mondiale, mais l'histoire du suceur d'âme était manifestement plus ancienne que cela, et probablement plus ancienne que Houdini. Il semblait y avoir également une différence d'aspect. Mais jusqu'à quel point le suceur d'âme et ce Jugu étaient-ils différents ? Anahuac avait été représenté sous la forme d'un homme musclé, à tête de chacal. Le suceur d'âme avait été... Le Nébrascan tira le magnétophone de sa poche, réembobina la bande et mit l'écouteur.
Il ressemblait à un homme, mais avec des jambes torses et un cou de travers. Cependant, ce n'était pas un homme, bien que la particularité qui les différencia de l'humanité n'ait pas été précisée. Une tête de chien semblait une possibilité, assurément, et Anuat avait peut-être beaucoup changé en 100 000 ans. Le Nébraskan revint vers sa chaise et ouvrit son livre, mais le soleil était déjà presque à l'horizon. Il tourna distraitement des pages pendant 1 minute ou 2, puis alla retrouver les Sackers dans la salle de séjour. Jamais les niaiseries de la télévision ne lui avaient paru aussi irréelles et aussi insignifiantes. Bien que ses yeux suivent les mouvements des acteurs sur l'écran, en fait, il était beaucoup plus attentif à la chaleur du corps de Sarah et à son parfum dont elle s'était aspergée un peu trop généreusement. Et encore, plus à une scène qui n'avait peut-être jamais eu lieu. La mule morte, gisant dans le champ. Il y avait longtemps de cela, et les 3 hommes d'excellents fusils, cachés à l'orée des bois. Le colonel Lightfoot avait été sans aucun doute un personnage historique, une célébrité locale, qui devait être bien connu de la plupart des auditeurs de M. Sacker. Laban Critch avait peut-être ou peut-être pas réellement existé, lui aussi. M. Sacker avait mystérieusement, maintenant que le Nébraskan y réfléchissait, donné le propre nom du Nébraskan Cooper au 3e tireur, quelque peu superflu. 3 tireurs avaient été présentés dans l'histoire parce que dans le folklore, lorsqu'il y avait plus d'une personne, le chiffre était presque toujours 3, bien sûr. Mais l'utilisation de son nom paraissait bizarre. Sans doute n'était-ce rien de plus qu'une bizarrerie de la mémoire défaillante du vieillard. Se souvenant de Cooper, il avait attribué de façon inexacte ce nom au 3e tireur. Par degrés imperceptibles, le Nébraskan se rendit compte que les Sackers ne prêtaient guère plus attention à l'écran que lui-même. Il ne riait pas aux plaisanteries, ne manifestait aucune irritation, même devant les spots publicitaires les plus insistants, et ne firent aucun commentaire sur le débat télévisé lugubre qui leur fut ensuite infligé. La jolie Sarah était assise à côté de lui, l'air guindé, les genoux serrés, ses jambes fuselées croisées sur ses chevilles délicates, et ses mains rougies par l'eau de vaisselle jointe sur son tablier. À sa droite, le vieil homme se balançait au rythme des faibles protestations de son fauteuil, aussi régulières et aussi lentes que le tic-tac de l'horloge, dans l'entrecoignure de la pièce, les mains appuyées sur sa canne, la mine renfrognée, le regard éteint. À gauche de Sarah, son père était presque caché à la vue du Nébraskan. Il se leva et alla dans la cuisine, faisant craquer ses doigts en marchant. Il revint sans apporter ni nourriture ni boisson et se rassit. Moins de 30 secondes plus tard, il se levait de nouveau. « Peut-être aimeriez-vous des petits gâteaux ou un verre de limonade ?» proposa Sarah. Le Nébraskan secoua la tête. « Merci, Miss Sacker, mais si je mangeais autre chose, je ne dormirais pas. » Bizarrement, les mains de Sarah se crispèrent. « Ou bien une part de tarte aux pommes ?»« Non, je vous remercie. » Par bonheur, le débat télévisé avait pris fin, remplacé par un magnifique lever de soleil sur les plaines d'Afrique. Là-bas voguait la barque de Ra, songea le Nébraskan en sortant, auréolé de splendeur du défilé sombre, appelé Tuat, afin d'apporter la lumière à l'humanité. Durant un moment, il se représenta un bateau beaucoup plus petit et moins radieux, à la coque noire et rempli de morts récalcitrants, un bateau gouverné par un homme à tête de chacal. Une tache minuscule sur le disque ardent du soleil africain. Quel était le titre de ce livre de Van Daniken ? Les vaisseaux, non, les chars des dieux. Des vaisseaux spatiaux, rien de moins. Et c'était également du folklore, ou en tout cas, c'était en passe de le devenir. Le Nébraskan avait déjà entendu cette histoire à 2 reprises. Un animal, un zèbre, gisait immobile sur le sol, la caméra panoramique. Lorsqu'elle fut tout près, la tête d'une énorme hyène apparut. Sa gueule ruisselait de débris de charogne. Le vieil homme détourna les yeux et son mouvement brusque attira l'attention du Nébraskan. La peur. C'était cela, bien sûr.
Il se traita de tous les noms pour ne pas avoir identifié plutôt l'émotion qui imprégnait la pièce. Sarah était effrayée, de même que le vieillard, une peur atroce. Même le père de Sarah paraissait craintif et nerveux. Il se renversait dans son fauteuil, puis se penchait en avant, changeait de position, s'essuyait les paumes sur les cuisses de son pantalon kaki décoloré. Le Nébrascan se leva et s'étira. « Je vous prie de m'excuser, mais la journée a été longue. » Comme aucun des deux hommes n'intervenait, Sarah dit « J'étais sur le point d'aller me coucher, monsieur Cooper. Désirez-vous prendre un bain ?» Il hésita, essayant de deviner la réponse souhaitée. « Si cela ne vous cause pas trop de dérangement, ce serait avec le plus grand plaisir. » Sarah se leva avec empressement. « Je vais vous chercher des serviettes et du savon. » Il retourna dans sa chambre, se déshabilla et enfila son pyjama et son peignoir. Sarah l'attendait devant la porte de la salle de bain avec une savonnette zeste et au moins une demi-douzaine de serviettes. Comme il prenait les serviettes, le Nébrascan murmura « Pouvez-vous me dire ce qui ne va pas ? Je peux peut-être vous aider. » « Nous pourrions aller en ville, monsieur Cooper. » Avec hésitation, elle toucha son bras. « Je suis plutôt jolie, vous ne trouvez pas ? Vous ne seriez pas obligé de m'épouser. Je ne vous demanderai rien, simplement partir demain matin. »« Vous êtes jolie, » répondit le Nébrascan. « En fait, vous êtes très jolie. Mais je ne pourrai pas faire ça à votre famille. Vous allez vous rhabiller ?» Sa voix était à peine audible et ses yeux fixaient le palier. « Ensuite, vous direz que votre vieille douleur recommence et que vous devez voir un docteur. Je sortirai discrètement par derrière et ferai le tour de la maison. Je vous attendrai près du Grand Orme. »« Désolé, Miss Sacker, mais ce n'est pas possible, » dit le Nébrascan. Dans la baignoire, il se dit qu'il avait été stupide. Comment l'avait appelée cette fille à la fac ? Un romantique indécrottable. Il aurait pu passer une nuit très agréable avec une jeune femme séduisante et belle, et cela faisait des mois qu'il n'avait pas fait l'amour. Et la sauver de quoi ? Lui éviter d'être battu par son père ? Il n'y avait pas de bleu sur ses bras nus, et il n'avait pas remarqué des dents en moins. Ce nez délicat n'avait jamais été cassé, assurément. Il aurait pu passer une nuit très agréable avec une ravissante jeune femme, et ensuite il aurait eu mauvaise conscience jusqu'à la fin de ses jours. Il voyait déjà la référence dans The Journal of American Folklore, histoire recueillie par le docteur Samuel Cooper auprès d'Hopkins Sacker, 73 ans, dont la petite fille a été séduite et abandonnée par le docteur Cooper. Avec un reniflement de dégoût, il se leva, tira la chaîne de la bonde en caoutchouc blanc pour vider l'eau de son bain et s'empara de l'une des serviettes apportées par Sarah. Un petit morceau de papier s'en échappa et volta sur le tapis de bain jaune. Il le ramassa, ses doigts mouillant la feuille de papier arrachée d'un bloc-notes. « Ne lui dites pas ce que grand-père vous a raconté. » Une écriture féminine presque illisible. Sarah s'était attendue à son refus, de toute évidence. Elle s'y était attendue et elle avait pris ses précautions. Lui désignait son père, vraisemblablement, à moins qu'il y ait un autre mâle dans la maison, ou qu'il ne doive venir bientôt, son père, presque à coup sûr. Le Nébrascan déchira soigneusement la feuille de papier, jeta le petit morceau dans la cuvette des WC et tira la chasse d'eau, puis se sécha avec 2 serviettes, se brossa les dents et remit son pyjama et son peignoir. Il sortit sans bruit dans le couloir et écouta attentivement. La télévision était toujours allumée, le son baissé dans la salle de séjour. Il n'y avait pas d'autre voix. Aucun bruit, de pas ou de coups. De quoi donc les Sacker avaient-ils peur ? Du suceur d'âme ? Des divinités d'Égypte tombant en poussière ? Le Nébrascan regagna sa chambre et referma la porte derrière lui. Quoi que ce fût, cela ne le regardait absolument pas. Demain matin, il prendrait son petit déjeuner, écouterait le vieil homme lui raconter une histoire ou deux, et ensuite il oublierait toute la famille. Mais quelque chose bougea lorsqu'il éteignit la lumière. Durant une fraction de seconde, il avait entrevu son ombre sur le store de la fenêtre, avec celle de quelqu'un ou quelque chose derrière lui. Un homme, plus grand que lui, une silhouette large d'épaules, avec des cornes ou des oreilles pointues. Ce qui était ridicule à première vue
Le lustre démodé en cuivre était suspendu au milieu de la pièce. L'interrupteur se trouvait près de la porte, aussi loin des fenêtres qu'il était possible. En aucune façon son ombre, ou toute autre ombre, n'avait pu se projeter sur ce store. Pour ce faire, il aurait dû se tenir, lui, et ce qu'il croyait avoir entrevu de l'autre côté de la pièce, entre la lumière et la fenêtre. Apparemment, quelqu'un avait déplacé le lit. Il attendit que ses yeux se soient habitués à l'obscurité. Quel était le mobilier, le lit, la chaise où il avait pris place pour lire? Elle devait se trouver devant la fenêtre, là où il l'avait laissée, une coiffeuse au miroir piqué. Et il se creusa la tête, une table de nuit peut-être. Elle devait se trouver près de la tête du lit, si table de nuit il y avait. Des chuchotements envahirent la pièce. C'était le vent au dehors, les fenêtres étaient grandes ouvertes. La vieille maison entourée d'érables imposants. Ces fenêtres étaient visibles maintenant, de pâles rectangles au sein de l'obscurité. Aussi prudemment qu'il le pouvait, il s'avança vers l'une d'elles et releva le store. Le clair de lune ruissela dans la chambre à coucher. Son lit était là-bas, sa chaise ici, devant la fenêtre sur sa gauche. Il n'y avait pas la moindre brise pour agiter les branches chargées de feuilles. Il ôta son peignoir et le posa sur le montant du lit, tira le drap au-dessus et l'édredon vers le pied du lit et s'allongea. Il avait entendu quelque chose, ou rien du tout, vu quelque chose, ou rien du tout. Il pensa avec nostalgie à son appartement à Lincoln, à son congé sabbatique, cela ferait bientôt 1 an, en Grèce, au lever du soleil sur le golfe de Corinthe. Circulaire et jaunâtre, la lune flottait au-dessus d'une eau stagnante. Au-delà de la lune s'étendait la cité des morts, des rues étroites de tombes silencieuses, un labyrinthe inextricable de morts et de pierres. Dans le lointain, un chacal jappa. Durant des siècles entiers, rien ne bougea. Des images peintes aux yeux limpides semblaient se moquer des crânes vides, éboulés au-delà de leurs portes croulantes. Tout au bout de l'une de ces rues tortueuses de la cité des morts, un second chacal apparut, tête haute et oreilles dressées. Il contempla la rue déserte et écouta le silence avant de tourner la tête pour enfoncer à nouveau ses crocs dans la chose déchiquetée qu'il avait tirée jusqu'ici. Sans yeux et desséché, maculé de bitume et traînant après lui des bandelettes putréfiées, le Nébraskan reconnut son propre cadavre. Et il fut là-bas gisant sans défense dans la rue, enténébré. Un instant, les yeux de braise du chacal apparurent au-dessus de lui, les mâchoires se refermèrent, brisant sa clavicule. Le chacal et la cité éclairée par la lune disparurent, dressés et raides comme un piquet, tremblants et secoués. Il ignorait où il était, de la sueur lui coulait dans les yeux. Il y avait eu un bruit. Afin de chasser de son esprit le chacal et la cité maudite, privé de soleil, il se leva et chercha à tâtons l'interrupteur. La chambre à coucher était, ou du moins semblait être, telle qu'il s'en souvenait, à l'exception des marques humides laissées par son corps élancé sur le drap. Sa valise se trouvait à côté de la coiffeuse, son nécessaire de rasage était posé dessus. Les dieux pré-helléniques attendaient son retour sur le siège en rotin de la vieille chaise. « Tu dois venir à moi !» Il se retourna vivement. Il n'y avait personne d'autre dans la chambre, personne, autant qu'il pouvait le voir, dans les branches de l'érable ou auprès de l'arbre. Pourtant les mots avaient été distincts, comme si celui qui les avait prononcés se trouvait tout près de son oreille. Se sentant parfaitement ridicule, il regarda sous le lit. Il n'y avait personne et personne ne se cachait dans les placards. La poignée de la porte ne tourna pas dans sa main. Il était enfermé à clé. Peut-être était-ce le bruit qui l'avait réveillé, le claquement du pêne dans la gâche. Il s'accroupit pour regarder par le trou de la serrure à l'ancienne mode. Le couloir sombre au-delà était désert autant qu'il pouvait s'en rendre compte. Il se redressa. Un objet dur lui meurtrissait la plante du pied droit et il se pencha pour regarder. C'était la clé. Il la ramassa. Quelqu'un avait verrouillé la porte, glissé la clé sous le battant et peut-être parlé par le trou de la serrure. Ou peut-être n'était-ce qu'un fragment de son rêve qui avait persisté en lui, la voix du chacal assurément.
La clé tourna sans à-coups dans la serrure. Sortant dans le couloir, il lui sembla sentir le parfum de Sarah, mais il n'aurait pu la fermer. Si c'était bien Sarah, elle l'avait enfermée, lui fournissant la clé afin qu'il puisse se délivrer le lendemain matin. Mais c'était pour empêcher quelqu'un d'entrer. Et qui donc ? Il retourna dans sa chambre, referma la porte et resta là un moment, à la regarder fixement, la clé dans sa main. Il paraissait peu probable que la serrure rudimentaire, antédiluvienne, puisse résister bien longtemps à un intrus, et bien sûr, elle le gênerait lorsqu'il répondrait. Répondrait à l'appel de qui ? Et pourquoi devrait-il répondre ? Effrayé, à nouveau terrifié, il chercha une autre lumière. Il n'y en avait pas. Pas de veilleuse au-dessus de la tête du lit, pas de lampe sur la table de nuit, pas de lampadaire, pas d'applique sur le mur. Il tourna la clé dans la serrure. Après quelques secondes de réflexion, la rangea dans le tiroir du haut de la coiffeuse et prit son livre. Abaddon, l'ange exterminateur envoyé par Dieu afin de changer en sang le Nil et toutes ses eaux, et tuer le premier-né de sexe masculin de chaque famille égyptienne. La main d'Abaddon fut détournée des enfants d'Israël, lesquels à cette fin enduisirent leur montant de porte du sang de l'agneau pascal. Cette substitution a souvent été considérée comme la préfiguration du sacrifice du Christ. Hamit, celle qui dévore les morts. Cette déesse égyptienne gardait le trône d'Osiris dans le monde inférieur et se régalait des âmes de ceux qu'Osiris condamnait. Elle avait la tête d'un crocodile et les pattes antérieures d'un lion. Le reste de son corps était celui d'un hippopotame. Illustration numéro 1. Le grand temple d'Amit, à Enensu, Héracléopolis, fut détruit par Octavien qui fit empaler ses prêtres. Hanuat, seigneur du pays, la nécropole, celui qui ouvre la voie vers le nord, bien que fréquemment confondu avec Anubis. Le Nébrascan reposa son livre. La lumière dispensée par le lustre ne favorisait guère la lecture de toute façon. Il éteignit et s'allongea sur le lit. Les yeux grands ouverts, dans l'obscurité, il s'interrogea sur le titre étrange d'Anuat. Celui qui ouvre la voie vers le nord, celle qui dévore les morts, et le seigneur du pays semblait évident, ou plutôt seigneur du pays, semblait évident une fois que Schmitt expliquait que cela désignait la nécropole. Cette explication était la source de son rêve, manifestement. Alors pourquoi Schmitt n'avait-il pas expliqué celui qui ouvre la voie vers le nord ? Probablement parce que lui non plus ne savait pas ce que ça voulait dire. Ma foi, celui qui ouvre était quelqu'un qui marchait en tête, le premier à s'avancer dans une certaine direction. Il ou elle ouvrait un chemin que d'autres pourraient suivre facilement en laissant des repères, ce genre de choses. Le Nil coulait vers le nord. Alors Anuat avait peut-être été considéré comme le dieu qui précédait les Égyptiens lorsqu'ils quittaient leur fleuve pour naviguer vers la Méditerranée. Lui-même s'était représenté Anuat dans un bateau, un peu plus tôt dans la soirée, à vrai dire, parce que selon la religion égyptienne, il y avait un Nil céleste. Était-ce la Voie lactée ? Parce qu'il savait que les Égyptiens de jadis croyaient qu'il y avait un équivalent divin au Nil, sur lequel voguait la barque solaire de Ra. Et bien sûr, la Voie lactée était effectivement et réellement, au sens propre du mot, la mare d'étoiles où flotte le soleil. Le chacal lâcha le cadavre qu'il avait traîné, toussa et vomit, rejetant des morceaux de charogne qui grouillaient de verre. Le Nébrascan ramassa une pierre tombée de l'une des sépultures croulantes et la lança, atteignant le chacal juste au-dessus de l'oreille. Le chacal se dressa sur ses pattes de derrière, et bien que sa face soit toujours celle d'un animal, ses yeux étaient ceux d'un homme. « Ceci est pour toi, » dit-il, et il montra les débris animés du fourmillement des vers. « Prends ceci et viens à moi. » Le Nébrascan s'agenouilla et retira l'un des vers des vomissures à la puanteur immonde. Le verre était pâle, strié, maculé d'écarlate. Il éveillait en lui une envie qu'il n'avait jamais éprouvée auparavant. Dans sa bouche, cela lui apporta paix, santé, amour et un désir ardent de quelque chose qu'il était incapable de nommer. La voix du vieux Hopsacker lui parvint flottant depuis des distances infinies. Ne tirez jamais sur quelque chose sans être absolument certain de ce que c'est, mon garçon.
Un autre verre et un autre, et chacun était aussi succulent que le précédent. « Nous t'instruirons, » disait le verre, parlant par sa propre bouche. « Ne sommes-nous pas venus des étoiles ? Ton envie d'eux s'est éveillée, homme de la terre. » La voix de Hopsaker. « Des vers de la tombe, vous comprenez ? Viens à moi. » Le Nébraskan prit la clé dans le tiroir. Il lui suffisait d'ouvrir la sépulture la plus proche. Le chacal lui montra la serrure. S'il est affamé, il sucera l'âme d'une personne vivante, et alors cette personne doit lutter ou mourir. L'extrémité de la clé racla contre le battant, cherchant le trou de la serrure. « Viens à moi, homme de la terre, viens, dépêche-toi !» La voix de Sarah s'était jointe à celle du vieil homme. Leurs paroles se mélangeaient et se confondaient. Elle cria, les personnes peintes sur la porte de la tombe disparurent. La clé tourna. Saker sortit de la tombe. Derrière lui, son père cria « Joey, mon fils, Joey !» et le frappa avec sa canne. Du sang ruissela du cuir chevelu fendu de Saker, mais il ne se retourna pas. « Combattez-le, mon garçon, vous devez lutter !» Quelqu'un alluma la lumière. Le Nébraskan recula vers le lit. « Papa, non !» Sarah tenait l'énorme couteau de boucher. Elle le brandit au-dessus de la tête de son père et l'abattit. Il saisit son poignet, relevant une longue estalifade dans son dos, comme s'il se retournait vivement. Le couteau et Sarah tombèrent par terre. Le Nébraskan attrapa Saker par le bras. « Mais qu'est-ce que c'est ?»« Ceci est amour, » lui dit Saker. « C'est votre mot, homme de la terre, ceci est amour. » Aucune langue n'était visible entre ses lèvres écartées, mais des vers se tortillaient, des étoiles brillaient parmi les vers. Le Nébraskan balança de toutes ses forces son poing droit contre ses lèvres. La tête de Saker fut rejetée en arrière sous l'impact. Une vive douleur s'irradia le long du bras du Nébraskan. Il cogna de nouveau, du poing gauche cette fois, et son poignet fut attrapé, comme l'avait été celui de Sarah. Il essaya de reculer, se débattit pour se dégager. Le haut montant du lit à l'ancienne mode bloquait ses jambes à la hauteur du genou. Saker était penché sur lui, ses lèvres éclatées et sanglantes s'écartèrent, ses yeux étaient emplis d'une souffrance comme le Nébraskan n'en avait jamais vu. Le chacal parla. « Ouvre-moi !» « Oui, » répondit le Nébraskan, « oui, je vais le faire. » Il n'avait jamais su auparavant qu'il possédait une âme, mais il la sentait remonter précipitamment dans sa gorge. Les yeux de Saker se révulsèrent, sa bouche s'ouvrit toute grande, laissant apparaître un instant la chose munie de tentacules, luisante d'humeur visqueuse qui se trouvait au fond. Moitié tombant, moitié roulant sur le côté, il s'affaissa sur le lit. Durant une seconde, qui parut beaucoup plus longue, le père de Saker se dressa au-dessus de lui, les mains tremblantes. Un pas en arrière, le vieillard tomba à son tour. Il tomba maladroitement d'une manière horrible et sa tête porta sur le plancher, produisant un craquement sinistre. « Grand-père !» cria Sarah en s'agenouillant près de lui. Le Nébraskan se leva. Le manche usé et marron du couteau de boucher dépassait du dos de Saker. Un peu de sang, moins abondant que le Nébraskan ne s'y attendait, suintait et coulait goutte à goutte sur le bois lisse pour former une mare écarlate sur le drap. « Aidez-moi, monsieur Cooper, nous devons le coucher. » Le Nébraskan acquiesça et aida le vieillard, le seul Saker encore en vie, à se remettre debout. « Comment vous sentez-vous ?»« Pas très solide, » avoua le vieil homme, plutôt patraque en fait. Le Nébraskan passa le bras droit du vieillard autour de son cou et le prit dans ses bras. « Je peux le porter, » dit-il. « Montrez-moi où se trouve sa chambre. » La plupart du temps, Joe était normal comme d'habitude. La voix du vieil homme était un chuchotement aussi faible et lointaine qu'elle l'avait été dans la cité rêve des morts. « Il faut que vous compreniez ça. Presque tout le temps, quand ça le prenait, il était mort, vous comprenez? Mort ou tout comme, l'a pas fait beaucoup de mal. » Le Nébraskan acquiesça. Sarah, vêtue d'une chemise de nuit blanche et limée, qui avait sans doute appartenu à sa mère, était déjà dans le couloir. Elle avançait en trébuchant, secouée de sanglots. « Et puis ils êtes venus et Joe nous y a obligés. Il nous a dit que je devais continuer de vous parler et qu'il devait vous demander de rester pour le dîner. »« Et vous m'avez raconté cette histoire pour m'avertir, » dit le Nébraskan.
Le vieil homme hocha la tête faiblement, comme il pénétrait dans sa chambre. « Je me croyais très malin, mais c'était vrai, vous savez, sauf que c'était pas Cooper, ni Creech. »« Je comprends, » dit le Nébrascan. Il aida le vieil homme à s'allonger sur le lit, puis le couvrit d'une couverture. « J'ai tué mon garçon, Joe. Ce n'était pas toi, grand-père. » Sarah avait trouvé un mouchoir d'homme, sans doute dans l'un des tiroirs de son grand-père. Elle se moucha dedans. « C'est ce qu'ils diront. » Le Nébrascan tourna les talons. « Nous devons retrouver cette créature et la tuer. J'aurais dû commencer par ça. » Avant même d'avoir terminé sa phrase, il retournait en toute hâte vers la chambre qui avait été la sienne. Il fit rouler sa cœur sur le dos, aussi loin que le manche du couteau le permettait, et étendit ses jambes sur le lit. La mâchoire de sa cœur s'était relâchée. Sa langue et son palais étaient enduits d'une fine pellicule de gel, clair et glutineux, qui dégageait une légère odeur d'ammoniac. À ce détail près, sa bouche était parfaitement normale. « C'est un esprit », dit Sarah au Nébrascan depuis l'entrée de la pièce. « Il va entrer dans grand-père maintenant parce qu'il l'a tué. C'est ce qu'il disait toujours. » Le Nébrascan se redressait, se retourna pour lui faire face. « C'est une créature vivante, un genre de sèche, et elle est venue ici depuis... » Il écarta cette pensée d'un geste de la main. « Cela n'a pas grande importance. Elle a atterri en Afrique du Nord, du moins je pense que cela s'est passé ainsi, et si j'ai raison, elle a été mangée par un chacal. Il mange à peu près n'importe quoi, d'après ce que j'ai lu. Elle a survécu dans l'estomac du chacal comme une sorte de parasite intestinal. Il y a longtemps, cela s'est transmis à un homme d'une manière ou d'une autre. » Sarah regardait fixement son père sur le lit. Elle n'écoutait plus. « Maintenant, il repose en paix, Monsieur Cooper. Il a tué le vieux suceur d'âme dans les bois un jour, c'est ce que grand-père m'a dit, et il n'avait pas trouvé le repos depuis ce jour, mais il connaît la paix maintenant. J'avais seulement 8 ans, ou un peu plus, et pendant longtemps, grand-père a eu peur qu'il ne s'empare de moi, mais il ne l'a jamais fait. » Avec ses 2 pouces, elle ferma les paupières du mort. « Ou alors cette chose a réussi à s'échapper ?» commença le Nébrascan. Sarah s'agenouilla brusquement à côté de son père et l'embrassa sur la bouche. Lorsque le Nébrascan sortit finalement de la pièce à reculons, l'homme mort et la femme vivante étaient toujours soudés l'un à l'autre dans ce baiser. Le visage de Sarah était extatique. Ses doigts agrippaient les cheveux du mort. 2 jours plus tard, après avoir passé le Mississippi, il continuait de voir ce baiser dans les ombres proches de la route. La Cité des Morts est une nouvelle de Gene Wolfe. Narration, réalisation sonore et musique, Eric Hansen.